Normalement, je ne devrais pas être là. J'aurais dû être assassiné à Auschwitz le 17 août 1942. Il y a un peu plus d'un an, nous rencontrions la ville de Vertolaye avec une première question, qui était pourquoi, quand on va sur le site vertolaye.fr et qu'on tape tourisme, on est toujours renvoyé vers les autres communes. C'était surprenant, à part le Gour de Champy, quand même, je dois dire ça. On s'est posé cette question-là, et avec les élus, avec plusieurs organisations, on a commencé à réfléchir à l'idée de faire une proposition estivale qui se destinerait au plus grand nombre et qui aurait pour but d'amener les gens à découvrir la commune de Vertolaye, sa géographie bien sûr, mais également son patrimoine naturel, ses forêts, patrimoine historique, ça va être le sujet de notre première partie de cette soirée, et également son patrimoine humain. Le patrimoine humain, c'est vous. C'est tous les habitants et habitantes de la commune de Vertolaye qui sont extrêmement dynamiques et regroupés dans un grand nombre d'associations. Alors on a commencé à proposer à l'ensemble des organisations de la ville de construire avec nous une réponse possible à cette petite problématique qui était la nôtre. Au tout début, il y a un an, en juin 2023, on était 6 autour de la table. Il y avait la mairie de Vertolaye, et je remercie Gérard évidemment de son engagement très très fort tout au long de ce parcours. Il y avait la gare de l'Utopie, et je salue Nathalie qui était là, donc le service lecture publique de la communauté de communes. Il y avait le comité d'animation, le CACTLV, donc coucou Hélène et puis l'ensemble des membres du CACTLV. Il y avait Dame Tam qui était là, donc on fait coucou à Colette et puis à tous les membres de cette équipe. Il y avait David qui est directeur du Centre contemporain d'Oliergue, Nouvelle Galerie à Oliergue, qui il y a 2 ans avait déjà développé un projet moins ambitieux qu'Itinéraire Bis, mais qui s'appelait Ciel ouvert à l'intérieur dans le centre-bourg d'Oliergue. Et il y avait donc nous, l'association Semer en territoire, qui se donne l'objectif de mettre en place des aventures les plus larges et collectives possibles, en impliquant le plus largement possible toutes et tous. Il y a un an, on était 6, et lors des dernières réunions, on était une 15aine autour de la table. Il y avait des artistes, il y avait des marcheurs vertolayais, il y avait le service culture. Coucou Jérôme, merci de ton soutien et de nous offrir le concert de ce soir, merci. Il y avait le service patrimoine de la communauté de communes, et il y a Christelle Gay qui est là, coucou Christelle. Et puis il y avait d'autres associations qui étaient là avec nous, comme le café associatif de la gare de l'Utopie, coucou. Et puis il y avait les chasseurs qui étaient là aussi, merci de votre présence. Il y avait le club de boules de Vertolaye. En fait, vous étiez tous là. Et c'est ça qui est fou, c'est que cette aventure-là, elle s'est construite pas par nous, mais par vous. Ce projet-là, ce sentier, il n'appartient pas à ceux qui étaient là il y a un an. Il appartient à vous et il est ce que vous en ferez. Ça commence aujourd'hui, ça a commencé hier et ça dure jusqu'au 6 octobre. Itinéraire Bis, c'est certes un sentier avec des œuvres d'art installées dessus. On s'était dit qu'il allait y avoir 7 œuvres, dont 2 qui seraient co-réalisées avec les habitants. Il y en a 11, dont 4 sont réalisées avec les habitants. C'est aussi une programmation qui commence aujourd'hui et qui terminera avec la fête patronale de Vertolaye. Donc ça terminera par des pompes aux pommes et du cidre. Il y a pire comme programme. Puis il y en aura pour tous les goûts pendant tout l'été. Et puis enfin, c'est des sentiers, des balades qui vont être organisées par le CACTLV, par le club d'Ambert Rando, par vous-même qui allez inviter vos familles à découvrir ce parcours, par toutes et tous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Itinéraire Bis. C'est classe, hein ? Et il se trouve que il y avait une évidence quand on a commencé à travailler sur la commune de Vertolaye. Certes, les questions mémorielles me tiennent à cœur, mais il y a quand même une anomalie statistique immense. Vertolaye est une petite commune, de par l'étendue de son territoire et sa population. Ce n'est pas une commune très peuplée. Et même à l'époque où le Livradois-Forez était beaucoup plus peuplé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas une population démentielle à Vertolaye. Et pourtant, alors qu'il y a 6 personnes qui ont le titre de juste parmi les nations à Vertolaye, il y en a, dans le Livradois-Forez, sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez, il y en a 4 à Vertolaye. Les 2 tiers. Pourtant, il n'y a pas les 2 tiers des habitants de... Enfin, vous avez compris. Qu'est-ce qui justifiait ça ? Qu'est-ce qui pouvait l'expliquer ? C'est 2 choses. C'est une histoire, l'histoire d'un héroïsme ordinaire qu'on va explorer ce soir en première partie. Et puis, c'est aussi l'histoire d'un combat.
le combat de David Siffer pour faire reconnaître cet héroïsme qui n'est pas rien. Donc la soirée de ce soir, elle va se dérouler comme ceci. Dans un premier temps, on va avoir un échange avec vous, David Siffer. Merci infiniment de votre présence qui nous honore. Vous êtes accompagné de Nicole et Jean-Louis, qui sont les petits-enfants de Marius et Marie Piller, qui vous ont accueillis entre 1942 et 1945. On va y revenir. Ensuite, on va manger, parce que c'est important. Toutes les assos se sont réunies pour vous offrir un repas interassociatif avec au menu une salade vertolaïaise. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Et on terminera avec un concert d'Harmonie. Harmonie, c'est une formidable jeune musicienne clermontoise qui était sélection des Inuits du Printemps de Bourges il y a 2 ans. Vous allez voir, ça dépote. Si ça vous convient, on commence par David. Je m'assois. Alors, tu vas me poser des questions. Je vais te poser des questions. Ça va. Eh ben, je vais voir si j'ai des réponses. David, est-ce que tu peux nous redire rapidement le parcours qui t'a amené à Vertolaye? Oh, ben ça c'est déjà une longue histoire parce qu'elle a commencé en... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, cette histoire a commencé le 10 mai 1940 et je suis arrivé ici vers la fin de l'été 42. Donc entre le 10 mai 1940 et la fin 42, la fin de l'été 42, il s'est quand même passé pratiquement 2 ans et demi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On parle toujours, tout au moins chez nous, et quand je dis chez nous, c'est aussi bien la Belgique que la France et la Hollande. La guerre a commencé le 10 mai 1940, mais en réalité, elle a commencé le 1er septembre 1939. Pourquoi le 1er septembre 1939? Parce que Hitler et ses nazis ont envahi la Pologne. Ils ont envahi Gdansk, qui est un grand port sur la Baltique. Et bon, ça a commencé comme ça. Je dois dire, et je l'ai dit ce matin en parlant dans le Poste, parce que j'ai été interviewé par Radio Super pour ceux d'entre vous qui l'écoutent. Ils ont entendu la même histoire, c'est bis repetita, et je suis désolé pour eux. Donc, en 1900, est-ce que c'est 37 ou 38, je ne me rappelle plus, j'étais trop gosse à ce moment-là, donc je ne peux pas me rappeler. Votre président du Conseil, quand je dis votre, c'était le président du Conseil de la France, c'était Édouard Balladur, et le Premier ministre d'Angleterre, qui était Anthony Eden, sont allés dire bonjour à Monsieur Hitler, en disant si tu veux faire la guerre, fais la guerre aux Russes, mais pas à nous, parce que nous, on est gentils, on n'a rien à voir, et on va signer un papier comme quoi tu ne nous feras pas la guerre. Et comment ça s'est passé en Angleterre, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu. Mais j'ai vu un documentaire sur la manière dont Daladier est descendu de l'avion en revenant d'Allemagne et comment il a été reçu par ceux qui le soutenaient. Il a dit « Je vous ai préparé la paix pour 20 ans ». Qu'est-ce qui s'est mis le doigt dans l'œil? Parce que c'est la même année ou l'année suivante que Hitler commençait la guerre en Pologne, puis il a envahi les Sudètes. Alors les Sudètes, c'est un morceau de la Tchécoslovaquie où était une population alémanique qui parlait l'allemand. Et il dit, s'ils parlaient l'allemand, on envahit. Puis il a fait l'Anschluss de l'Autriche. Et je vais vous dire maintenant, je vais revenir à moi parce que là, ça c'est général. Mon frère, qui avait 13 ans de plus que moi, qui était né en 1920. Moi, je suis né en 1933 et je suis le premier de ma famille à être né en Belgique.
Je suis né dans une ville qui s'appelle Anvers et que vous appelez Anvers parce que vous ne prononcez pas le S de la fin. Mais pour ceux qui sont ici, je précise, il faut prononcer le S. C'est Anvers et pas Anvers. C'est pas Anvers et tout ou n'importe quoi, c'est Anvers. Mon frère faisait partie d'une organisation juive qui s'appelait le YASC, et je vais traduire, pas en flamand mais en français, c'est Organisation sportive de jeunesse, de la jeunesse juive. Pourquoi sportive? Parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était une organisation communiste. Donc c'était le faux-né des organisations communistes juives de l'époque. Ce faux-né a continué jusqu'après la guerre, parce qu'après la guerre, j'ai été dans une organisation juive sportive aussi, mais en fait, on était une annexe du Parti communiste de Belgique. Aujourd'hui, il n'y a plus de Parti communiste en Belgique, et en France, il est hélas, à mes yeux, hélas, réduit à peau de chagrin. Donc, dans cette organisation juive, ils accueillaient les réfugiés juifs allemands et à partir de 1938 ou 1939, les réfugiés juifs autrichiens qui racontaient ce que les nazis faisaient aux juifs. C'était une horreur. Donc ils étaient prévenus, ils savaient, et ils savaient que si l'Allemagne déclarait la guerre à la Belgique et à la France, eh bien, les Juifs devraient foutre le camp. Foutre le camp le plus loin possible, éventuellement traverser l'Atlantique, mais ça, ce n'était pas donné à tout le monde, parce que tout le monde n'avait pas la parenté avec les Rothschild, mais certains l'avaient et sont partis en Angleterre et puis aux États-Unis. Donc, quand la guerre a commencé en 1940, enfin moi j'allais avoir 7 ans, donc c'était le 10 mai et j'allais avoir 7 ans le 26 mai, donc il n'y a pas longtemps que j'ai eu mon anniversaire. Mon frère m'a dit, aujourd'hui il n'y a pas école. Ce que mon frère disait, c'était ce que Dieu disait. C'était mieux que la Bible ou que la Torah. Donc il disait, d'accord, je faisais. Les premiers souvenirs que j'ai de la guerre, du 10 mai 1940, enfin, j'étais tout fier, tout content la semaine avant ou le jour avant. J'allais inviter des amis pour fêter mon anniversaire dans 15 jours. Et puis ma maman allait faire un bon gâteau et puis je recevrais plein de jouets, comme tous les enfants de 5, 6, 7, 8 ans rêvent quand l'anniversaire approche. Le lendemain, j'étais devenu un adulte. J'étais toujours un gamin de 7 ans, ou qui allait avoir 7 ans, mais j'étais devenu un vieux. J'étais plus un gosse. Je savais qu'il n'y aurait pas de fête, je savais que je n'aurais pas de gâteau et que mes copains ne viendraient pas. D'ailleurs, ils ne sont pas venus, on a tous foutu le camp. Je raconte à tous les enfants que je vois dans les écoles, et s'il y a ici des enfants qui m'ont entendu, ils l'entendront pour une deuxième fois, au moins. C'est que en 1940, la France, les Français ont accueilli 2 millions de Belges. 2 millions de Belges qui fuyaient les Boches, parce qu'ils avaient le souvenir des exactions que les Allemands avaient faites entre 14-18, les exactions. Donc ils fuyaient. Et le seul endroit où on pouvait fuir, puisque la Hollande était aussi envahie, c'était la France. Alors on n'allait pas à l'ouest de la France parce que c'était l'Allemagne et l'Italie. Et l'Italie, Mussolini était l'allié de Hitler, donc on ne pouvait pas y aller.
On n'allait pas vraiment vers le sud parce que les Italiens avaient envahi le sud et notamment Nice. Et puis, on n'allait pas à l'ouest à l'est, parce qu'à l'est, c'était l'océan et que je ne savais pas nager. Donc, on n'allait pas à l'est. Certains sont allés jusque Bordeaux, mais pour le reste, le nord, au-dessus de Bordeaux, il n'y avait pas d'exode. L'exode était Bordeaux en dessous et le train dans lequel nous avons fui Anvers, c'était un train qui allait jusqu'à Toulouse. Il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés belges qui allaient vers Toulouse et les villes environnantes ou les villages environnants, et les Juifs de Belgique, avant la guerre, c'était surtout à Anvers. Il y avait au total, à Anvers, il y avait 20-25 000 Juifs. Ils étaient pratiquement tous dans les mêmes trains, la veille, le lendemain et le jour avec moi. Alors nous étions dans des trains de marchandises et des trains qui transportaient notamment des chevaux. Et je me souviens, je savais lire, il était écrit en flamand, parce que je ne parlais pas français, je ne parlais que le flamand, c'est ma langue maternelle. Je lisais 8 chevaux, 40 personnes. Ça, c'était le train. On pouvait mettre 8 chevaux ou 40 personnes. Alors, comme il n'y avait pas de chevaux, il y avait que les personnes. Et nous étions, je suppose que c'était 40, j'en sais rien, mais j'étais protégé par ma maman, par ma grande sœur. Ma sœur avait 11 ans de plus que moi, et mon frère avait 13 ans de plus que moi. Et il me protégeait parce que j'étais le petit dernier, et j'étais un petit gamin, il fallait le protéger. Nous avons été jusqu'à Toulouse. En cours de route, on s'est arrêté quelquefois parce que les chasseurs allemands, les avions chasseurs allemands, mitraillaient tout ce qui bougeait sur les routes. Et sur les routes, il y avait tous ceux qui partaient en exode, ils étaient à cheval, en vélo, en charrette, en brouette, en n'importe quoi. Les plus riches qui avaient une voiture et de l'essence, ils roulaient tant qu'il y avait de l'essence parce qu'il n'y avait plus d'essence à trouver. Et probablement, j'ai dit probablement pour ne pas dire certainement, il y a eu beaucoup de morts sur les routes et beaucoup de blessés, mais je n'en ai pas vu parce qu'on m'a protégé de cela. Malheureusement, aujourd'hui, dans les guerres d'aujourd'hui, les enfants ne sont plus protégés. Et les enfants qui soient en Ukraine, à Gaza, ou qui soient sur les hauteurs du Golan ou ailleurs, eh bien, ils ne sont pas protégés et ils voient les morts, malheureusement pour eux, parce que ce n'est pas un beau spectacle. Donc, nous sommes arrivés à Toulouse, où des dizaines d'autocars étaient garés. Et on nous a fait monter dans un autocar qui est allé 25 km plus loin, dans un village qui s'appelle Grépiac. Peut-être que si vous connaissez la région de Toulouse, certains d'entre vous connaissent Grépiac. C'est 25 km. C'est un village pas plus grand que Vertolaye. Je crois qu'il n'y avait pas d'entreprise. À Vertolaye, il y avait 2-3 entreprises en 40. Aujourd'hui, il en reste encore au moins une, peut-être 2 ou 3. Ça, mes amis Nicole et Jean-Louis vous préciseront cela. Mais la municipalité de Grépiac avait réquisitionné des maisons non occupées pour les donner aux arrivants. Et ma famille a reçu une maison. Alors, quand je dis reçu, une maison nous a été allouée et nous étions dans cette maison. Les maisons de l'époque, terre battue, il n'y avait pas d'eau, l'eau était à l'extérieur, il y avait un petit jardin derrière, le feu, parce qu'il fallait faire à manger, ça se faisait dans une cheminée, il y avait des chenets et on faisait du feu de bois.
Ma sœur m'a mis directement à l'école du village, où par hasard, personne ne parlait flamand. Et moi, je ne parlais pas français. Il fallait que je me débrouille avec eux. Mais la barrière des langues avec les enfants est vite traversée. Et je ne sais pas combien de temps il a fallu, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je parlais le français. Et avec le temps, j'ai oublié le flamand. Donc quand je suis retourné en Belgique, j'ai dû réapprendre le flamand que j'ai mal réappris parce que je suis un paresseux, que je suis un mauvais étudiant et que bon, l'école c'était pas mon fait. Donc on est arrivé là et j'ai passé là le plus bel été de ma vie. Il faisait beau. Le printemps et l'été 1940 étaient formidables. Avec ma sœur, on allait chercher des mûres et j'ai vu quelque chose qui pour moi était extraordinaire. J'ai vu ma maman faire des confitures. Moi, je croyais que les confitures, ça n'était que dans les bocaux. Eh bien non, ça se fabrique. Et quand c'est fait, on les met dans les bocaux. Eh bien, je ne le savais pas. Et j'ai vu ma maman faire de la confiture de mûre. Alors, je ne sais pas si elle faisait bien la confiture, mais c'était la meilleure. Bon, j'étais à l'école et puis j'étais là. Pour mes 7 ans, enfin, j'avais un peu plus que 7 ans, mais j'ai reçu, pour compte de mon cadeau d'anniversaire, j'ai reçu un vélo. Et mon frère m'a appris à rouler à vélo. Et quand je suis retourné avec mes petits-enfants sur place, la drève où j'ai appris à rouler à vélo était toujours là. Alors je leur ai dit, voilà, j'ai appris à rouler en vélo ici. Mon frère courait derrière moi, il courait plus vite que moi, je pédalais. Et voilà. Donc c'était le plus bel été de ma vie. À partir d'octobre, octobre 1940, il y avait les premiers décrets anti-juifs de Vichy. Corrigés, c'est-à-dire de manière pour les rendre plus difficiles, plus dangereuses, et signés par ce crétin. Excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de croire comme moi, mais moi je dis, c'est un crétin, le maréchal Pétain, qui était le président de l'État français, pas de la République française, de l'État français. Ça, c'était les premiers décrets. À partir de ce moment-là, tous les Juifs qui étaient répandus dans les environs de Vichy et de Toulouse étaient en danger mortel. En effet, fin octobre 1940, ma maman et moi, nous avons été arrêtés par les miliciens de Vichy. Ma sœur était enceinte, donc les femmes enceintes, on ne les arrêtait pas. Et mon beau-frère, à l'époque, bon, il avait 20 ans, il était dans la force de l'âge, il travaillait dans les fermes parce qu'il n'y avait plus d'hommes dans les fermes. Tous les hommes, les fils et les maris étaient soldats prisonniers en Allemagne. Ils ont été petit à petit libérés à partir d'octobre-novembre, quand Pétain est allé serrer la main de Hitler en routoir et il a négocié. La seule chose de bien qu'il ait fait dans sa vie, c'est négocier la libération des soldats français prisonniers. Ça, c'est la seule chose de bien qu'il ait faite. Parce que pendant la guerre de 14-18, il envoyait les gens en chair à canon se faire mitrailler par les Allemands. De l'autre côté, ils n'étaient pas meilleurs. Ils envoyaient leur chair à canon se faire mitrailler par les Français. Donc, tous ces généraux, c'était des pots de cuir, tous des couillons, et pardonnez-moi d'être trivial, mais
je dis ce que je pense et comme c'est une majorité d'adultes, ben, je peux parler d'une façon un peu plus crue que quand je suis dans une école. Les plus jeunes, fermez vos oreilles. Vous n'avez rien entendu. Vos parents ne parlent jamais comme ça, heureusement pour vous. Donc, on nous a arrêtés, ma maman et moi, et on nous a mis dans un camp de concentration. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un camp de concentration, c'est où on concentrait. Et on concentrait, à la demande de l'armée nazie, on concentrait les juifs non français. Je dis bien les juifs non français, parce que les juifs français, on a commencé à les arrêter à partir de 42-43, mais pas en 40. Et parmi les juifs français, il y avait la famille Mendès-France, la famille Bloch, qui aujourd'hui s'appelle Dassault, et d'autres familles de cette misère-là. Tous ces gens ont reçu en retour, après la guerre, tout ce qui avait été réquisitionné, tous leurs avoirs, leurs maisons, tout ce qu'ils possédaient leur a été rendu. Ce n'est pas par hasard que ce sont tous des milliardaires aujourd'hui. Et j'ai été dans ce camp de concentration. Dans ce camp de concentration, je dois une anecdote pour vous. C'était à Rivesaltes, mais il y avait plein de camps le long de la frontière avec l'Espagne. Et le camp de Rivesaltes a été construit à la demande du maréchal Foch. Je crois que c'était. Il y avait 3 maréchaux en France, en 14-18 et en 40. Pétain, Foch et un 3e, dont le nom m'échappe, mais vous le savez peut-être, et l'un d'entre vous me le soufflera tout à l'heure. Donc, avait fait construire une espèce de caserne-garnison pour mettre une garnison de soldats à la frontière. Il fallait bien les mettre quelque part. Donc, il a construit des baraques en béton, avec des toits en tôle ondulée. Je ne peux pas vous dire. En hiver, il faisait froid. Il faisait glacial jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Et en été, la température montait jusqu'à 40-50. C'est une catastrophe pour rien. Mais il n'y a jamais eu de soldats là-bas en 40. Parce qu'au moment où cette caserne a été terminée, eh bien, il y avait les républicains espagnols qui fuyaient Franco, qui était aussi un fasciste, et les Français ont dû les mettre quelque part. Alors, ils les ont mis dans les diverses casernes le long de la frontière de l'Espagne. Quand moi je suis arrivé, j'étais un gamin, j'avais 7 ans et demi, eh bien, j'ai rencontré des petits Espagnols, dont des petits-enfants qui avaient mon âge, et avec lesquels ils ne parlaient pas le français et je ne parlais pas l'espagnol. Je parlais à peine le français à ce moment-là. Ils ne parlaient pas le français, donc je ne parlais pas l'espagnol. Mais on arrivait quand même à se comprendre, à jouer aux billes ensemble ou à d'autres jeux d'enfants. Je vais te couper, David, quelques instants pour donner un peu une dimension territoriale en fait à cette histoire. Donc on est parti d'Anvers en Belgique, on a traversé toute la France pour arriver dans un premier temps à Toulouse et puis jusqu'au camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, donc où effectivement les 550 000 Espagnols qui avaient fui l'Espagne entre janvier et mars 1939, une partie d'entre eux avait été accueillis. Pour revenir à chez nous avant qu'on y arrive, au château de Mons à Arlan, des réfugiés espagnols ont été accueillis entre 1936 et entre 1939. Et c'est là une première rencontre avec d'autres migrations qui ont un écho aussi chez nous. Quand le château de Mons, qui deviendra ensuite, après avoir été accueil de ces réfugiés, un centre de détention de ces prisonniers, parce qu'en fait il y a une forte partie de cette population espagnole qui est devenue prisonnière immédiatement à partir de 1939. Leur simple statut de personnes qui avaient fui le fascisme les rendait suspects, et ensuite camp qui deviendra entre 42 et pendant quelques mois un camp d'enfermement de juifs. Alors il y en avait très peu, ils étaient 3,
Et ensuite, ils ont été envoyés vers un camp en Algérie. Très surprenante cette histoire, mais enfin bon, je vous invite, pour ceux que ça intéresserait, à aller vous renseigner à Arlan. En tout cas, c'est une première rencontre avec des migrations qui concernent également notre territoire. Pardon de t'avoir coupé. Non, non, ouais. Et c'est bien de préciser parce que je ne connais pas tout sur les camps. Donc, on était là, il n'y avait pas d'école. Il y avait des ingénieurs, des professeurs, de tout ce qu'on veut, mais ils ne nous faisaient pas classe. Donc, pendant les 18 mois que j'étais là, je n'ai pas été à l'école. C'est pour ça que je ne suis pas très malin. Et sur le sol, c'était des gravillons. On jouait là-dessus. Mais les gardiens laissaient les enfants, les petits-enfants, et moi j'avais 7 ans et demi, 8 ans, ils nous laissaient sortir des limites du camp, parce que hors du camp, il y avait aussi des gravillons, mais il y avait aussi de l'herbe. Et on pouvait jouer dans l'herbe, parce que les gardiens, c'était des salopards, mais ce n'étaient pas des cons. Ils savaient que les gamins, s'il allait pleuvoir, s'il allait faire froid, si on avait faim ou n'importe quoi, on allait revenir chez papa, maman pour se faire cajoler. Ce que nous faisions d'ailleurs, et on ne disparaissait pas. On revenait. Et grâce à cela, j'ai pu m'évader du camp. Alors quand je dis que je m'évade, je me flatte un peu parce que c'est une évasion qui était aidée par les adultes. Il y avait une organisation en France qui s'appelait l'OSE, O-S-E, l'Organisation de secours à l'enfance, qui à l'origine était une organisation qui a été créée à la fin des années 20 à Moscou par des médecins juifs pour aider les juifs contre l'antisémitisme ambiant. Et puis, quand l'antisémitisme est devenu trop violent en Russie avec Staline et le stalinisme, ils sont partis vers Berlin, ils se sont installés à Berlin, et puis quand Hitler est arrivé, ils sont venus à Paris. Et puis Hitler a suivi très vite. Bon, toujours est-il que cette organisation qui servait les malheureux, les gens qui avaient des besoins médicaux ou même des besoins pour manger, rien que pour manger. Donc c'était une société d'aide. Quand on était ici pendant la guerre 40-45, eh bien, ils essayaient de sauver les enfants juifs. Ma sœur et mon beau-frère, qui n'étaient pas dans le camp, avaient pris contact avec cette association pour me faire sortir du camp et éventuellement faire sortir ma maman du camp. Et on a profité de cette lacune dans le camp, c'est-à-dire les enfants pouvaient sortir. Ma maman m'a dit un jour, c'était arrangé bien sûr, m'a dit un jour, écoute, tu sortiras comme les autres jours où tu vas jouer hors du camp, tu veilleras, tu regarderas que les gardiens ne te voient pas et tu iras jusqu'à la gare de Rivesaltes. Alors la gare de Rivesaltes était quoi, 800 mètres, 1 kilomètre pour un gamin de 8 ans, enfin non. À ce moment-là, j'avais déjà 8 ans et demi. J'étais déjà presque un grand. J'ai fait ce que ma maman m'a dit. J'ai été à la gare, j'ai acheté un billet de train jusqu'à telle gare, je ne sais plus laquelle. Et là, une dame blonde, ma maman avait bien assisté. Parce qu'il faut dire que les femmes juives, il n'y a pas beaucoup de femmes blondes. Alors, en général, elles sont plutôt brunes, plutôt noires de cheveux ou brunes. Des blondes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais c'est rare. Et quand on en voit aujourd'hui qui ont un certain âge, c'est qu'elles sont teintes. Ce n'est pas leur couleur naturelle. Je vous dis ça, ne leur répétez pas, elles seraient fâchées. Mais, donc, une dame blonde, et il y a une dame blonde qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé « Est-ce que tu t'appelles David ?» J'ai dit « Oui ». Et je lui ai donné la main. Pardonnez-moi. 80 ans sont passés. 80 ans sont passés
Et c'est toujours la même chose. On m'a conduit chez ma sœur. Chez ma sœur, j'ai fait la connaissance de ma nièce, qui avait 11 mois. Et je ne savais pas que j'étais un tonton. Mais enfin, j'étais un vieux tonton de 9 ans. Pour ma nièce, qui a maintenant 83 ans, j'étais chez ma sœur, dans un village dans le Tarn-et-Garonne qui s'appelle... bon, je t'ai dit le nom tout à l'heure. Enfin, peu importe. Dans un village du Tarn-et-Garonne, où il y a une superbe église. Et tout à l'heure, si j'y repense, je vous dirai le nom de l'église, le nom du village où il y a l'église, et où un grand sculpteur qui a été caché là-bas, à titre de remerciement, a sculpté un Christ immense dans une croix. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est à l'entrée, à l'intérieur, couvert, mais à l'entrée de l'église. Et ce sculpteur est un sculpteur juif, polonais, qui a été caché, qui a eu la vie sauve parce qu'après la guerre, il a encore beaucoup sculpté. Il est mort maintenant parce qu'il avait bien 15 ou 20 ans de plus que moi. Et moi, j'en ai plus de 90, donc j'espère pour lui qu'il n'a pas vécu jusqu'à 120 ans. Parce que quand on a 120 ans et qu'on vit encore, on est solitaire. Il n'y a plus personne de ceux qu'on a connus qui vivent encore. Chez les Juifs, à toutes les fêtes, à tous les grands rassemblements, on dit on leur dit, mais pas en français évidemment, on leur dit jusque 120 ans. Ben, moi je dis à tout le monde, on ne dit pas ça, parce que j'ai pas envie d'avoir 120 ans, parce que si j'ai 120 ans, ben, je serai un solitaire. Déjà aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens de mon âge. Les gens plus âgés sont tous morts, ou presque tous, et les gens de mon âge, bon, j'en ai encore, mais pas beaucoup. Dans 10 ans, si je vis encore, ils auront tous disparu. Parce qu'ils auront eu mal au foie, mal au cœur, mal aux fesses, mal à n'importe quoi, et ils seront tous morts. Et je ne suis pas rigolo là, hein, pardonnez-moi. Reprenons vos errements. Donc vous étiez dans le Tarn-et-Garonne, et de là vous avez commencé à aller de village en village. Après le Tarn-et-Garonne, on a commencé à errer à travers la France. On a été là en Corrèze, en Creuse, et puis on est allé jusque Marsac. Oui, Marsac est le dernier village dont je me souviens avant d'arriver dans le Puy-de-Dôme. Pourquoi on allait ? Parce que mon beau-frère qui travaillait dans les fermes, les paysans où il travaillait étaient contents de lui, et puis c'était un homme extrêmement généreux, extrêmement sociable, et puis il racontait toujours des blagues cochonnes, mais des blagues. Il les racontait tout le temps, à tout le monde. Il en inventait 12 par heure, donc il faisait rire tout le monde. Alors on lui a dit, Charles, fais attention, cette nuit-ci ou la nuit prochaine, les gendarmes vont venir pour vous arrêter. Oh, ça, c'était en 1942, en été 42. Donc, on est parti vers un autre village où il a travaillé dans d'autres fermes, où le même problème s'est renouvelé une fois, deux fois, trois fois. On est allé dans 3-4 villages. Moi, chaque fois, on me mettait dans une autre école, ce qui explique pourquoi je n'étais pas le meilleur élève qui soit, parce que aller d'école en école, tous les mois ou tous les 2 mois dans une autre école, c'est difficile de suivre, parce que même si le programme est le même pour l'année, il n'est pas le même au jour le jour. Il y a une institutrice ici, elle est là-bas à ma droite devant moi, elle dira qu'elle a un programme à suivre, mais qu'elle le suive 1 mois plus tôt ou 1 mois plus tard, du moment qu'il soit donné et bien donné, eh bien, ça n'a pas d'importance. Donc, à un moment donné, ça devenait trop dangereux, et ma sœur et mon beau-frère ont cherché à sauver leur fille,
et à me sauver à moi en même temps. Ils ont repris contact avec Lozé. Lozé avait des contacts partout en France et on m'a emmené dans un hameau qui appartient au village, qui fait partie du village de Vertolaye, qui s'appelle Lachamp, là-haut, chez les grands-parents de Nicole et Jean-Louis. Eux n'étaient pas nés encore, ils n'existaient pas. Ils n'étaient même pas en devenir, même pas en imagination, ils n'existaient pas. Donc, les grands-parents, Marius et Marie Pilière, c'était Pilière-Rollion. Elle s'appelait Rollion, Marie Rollion, elle a épousé un Marius Pilière. Je ne sais pas d'où il venait ce Marius Pilière, d'un village au-dessus de Bertignan, au-dessus de Bertignan, hein, dans Bertignan, hein, où tu habites maintenant. Donc, comment ça se passe, votre arrivée dans cette famille? Je ne sais pas. Cette madame, enfin, je ne sais pas si c'est la même ou une autre, je ne suis pas physionomiste, donc je ne reconnais pas beaucoup les gens, mais une madame m'a conduit jusqu'à la gare. À l'époque, il y avait des trains, hein, qui passaient, qui allaient de je ne sais pas où là-haut, de l'abbaye qui est au-dessus là-bas, de la Chaise-Dieu jusque Thiers ou Clermont, je ne me rappelle plus. Donc, ce train s'arrêtait à Ambert, et bon, on m'a débarqué à Ambert. À Ambert, on m'a conduit jusque Lachamp. Finalement, c'est pas très loin, c'est 1,5 km. Même pas. Non, de la gare de Vertolaye. Oui, je suis arrivé à la gare. Et j'ai été accueilli par Germaine Pilière, qui était la tante de Nicole et Jean-Louis. Je sais que j'étais accueilli parce que Germaine me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas. J'ai écrit un livre de souvenirs qui est un peu arrangé parce que la mémoire est faillible. Et puis, la mémoire se nourrit de souvenirs. Et les souvenirs, on les enjolive en général parce qu'on aime être le héros de soi. Et bon, on aime dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Et même si c'est les autres qui ont donné un coup de pouce, on essaye de les noyer, parce que c'est comme ça, c'est la vie, on est égoïste. Et moi, je ne suis pas meilleur que les autres, je me donnais le beau rôle, que je ne méritais pas toujours. Je suis arrivé là, et j'ai pour Marie et Marius Pilière, je dirais, le plus grand respect. Voilà un couple qui a mis sa sécurité et la sécurité de leurs 2 filles, parce que les 2 fils étaient prisonniers, en danger. Parce que s'il y avait eu des collaborateurs à Vertolaye, ils auraient dénoncé les Pilières. Moi, je serais mort aujourd'hui, et eux auraient été au minimum prisonniers. Au minimum. C'est le pire des choses qu'on pouvait faire à des horribles gens qui sauvaient des étrangers, surtout des étrangers juifs. Ça, c'était la pire des choses qu'on pouvait faire. Peut-être que Jean-Louis et Nicole, vous pouvez déjà nous raconter quelques souvenirs que vous auriez. Comment ils étaient, vos grands-parents? Comment vous les décririez? Ça marche là? Oui, nous, quelque temps après David, ils sont venus nous élever, nous aider notre père à nous élever pendant 10 ans, au décès de notre mère, de 57 à 67. Et donc,
Alors, en fait, moi j'ai toujours vécu avec mes grands-parents, sauf pendant 3 ans où on a vécu seul avec mes parents à La Faye. Mais je suis né à Lachan. D'ailleurs, David était là quand je suis né. Je suis né 15 jours avant le débarquement. Je suis arrivé avant les Américains. Du coup, on a raté de peu votre anniversaire. On va vous le souhaiter ce soir. Hein. C'était le 24 mai. Il est né le 24 et moi le 26. Donc ça et David, il était à la maison quand je suis né. Donc, il m'a vu naître. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu tout petit bébé, comme le bébé de son D'Élie, là, oui. Et je dis bien petit-neveu et pas neveu qui est là-bas et qui est tout frais. Tout neuf. Et donc, vous nous expliquez que vos grands-parents, ils vous avaient élevé pendant 10 ans. Alors, nos grands-parents, quand notre mère est décédée, ils sont venus habiter avec notre père à La Faye. Et pendant 10 ans, ils ont élevé une fratrie de 4 enfants. À l'époque, quand ils sont venus, la plus jeune avait 4 ans et l'aîné qui était moi avait 13 ans. Je ne vous dis pas ce que ça représente. Pendant 10 ans, ils avaient 70 ans quand ils sont venus. Donc, ils nous ont supportés de 70 ans à 80 ans. Ils avaient, je pense qu'ils avaient la foi. Ils étaient généreux et puis bon, ça a dû être assez difficile pour eux. Nous, on s'en rendait pas compte parce qu'on était toujours bien traités. Enfin, moi, je suis revenu à Lachan en 48, en 49, en 50. Je suis revenu voir. Et ça a fait que la famille Tourlonia-Favier, qui est là, c'est Madame Favier aujourd'hui, que Tourlonia-Favier, c'est ma famille de guerre. D'ailleurs, dans la nécrologie que j'ai écrite, parce que ma femme ne voudra pas l'écrire et mes enfants non plus, et puis ils ne connaissent pas tout, j'ai écrit ma famille de guerre. Tourlonia, Gachon, Favier. Et ça paraîtra dans la montagne. Donc, si vous voyez ça un jour dans la montagne, vous saurez que je suis mort. Parce que de là-haut, je n'en verrai pas. D'ailleurs, j'y crois pas. Mais justement, pour montrer cette intégration à la famille, vous aviez mis un code en place avec Marie et Marius que vous appeliez Tata et Tonton. Oui. C'est eux qui m'ont dit, tu nous appelleras Tata et Tonton. Donc c'était Tonton Marius et Tata Marie, parce que, évidemment, ils ne voulaient pas prendre la place de ma maman. Mon père, je ne l'ai pas connu, ne me posez pas de questions sur lui. Je ne l'ai pas connu. Il a abandonné sa famille, c'est-à-dire une femme et 3 enfants, quand moi j'avais 6 mois, en novembre 1933. Il a disparu, il n'est plus jamais revenu. J'ai vu la toute première fois que j'ai vu une image de mon père, c'est quand j'avais 72 ans. Quand la sûreté de l'État en France a sorti tous les dossiers. Et j'ai vu mon père, j'ai trouvé que mon frère lui ressemblait très fort, et moi je lui ressemblais un peu. C'est dommage parce que c'était un voyou. Et quand on est père de famille, on n'abandonne pas ses enfants. On peut quitter sa femme parce que parfois l'amour, ça dure ce que ça dure. Il y en a chez qui ça dure 50 ans, il y en a chez qui ça dure 3 semaines. Mais si on a des enfants, on doit les assumer. Quoi qu'il s'en passe. Et dans la mesure de ces... on doit les assumer. Mon père a disparu, ma mère a dû terminer comme une dératée. Mon frère a été travailler, ma sœur est allée travailler alors qu'ils étaient en âge d'école. Ils ont été travailler pour aider maman. Et je me souviens, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mon frère m'a dit, quand j'avais trop faim, ma maman écrasait une pomme de terre sur une tartine et mettait un filet de hareng dessus.
Voilà, ça c'était pour calmer la faim. Du beurre, on ne savait pas ce que c'était. De la viande, oui. Il y avait quand même de la poule, une fois par semaine. Mais c'était une poule à la juive et c'est pas très bon. D'ailleurs, la cuisine ashkénaze, alors pour les plus jeunes qui sont ici, les plus âgés savent sans doute, les juifs ashkénazes, ce sont les juifs de l'Est qui vivaient en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Biélorussie, etc. Les juifs du Sud, c'était les séfarades. Les séfarades sont ceux qui sont partis de l'Espagne vers l'Afrique du Nord. D'ailleurs, moi, j'ai plein de copains séfarades. Je disais, mais vous êtes des Arabes, vous n'êtes pas des Juifs. Mais leur cuisine est bonne. Hein. Si vous pouvez manger, si vous êtes un jour invité chez des séfarades, sachez que s'ils connaissent la tradition, on y mange bien. Tandis que chez les Juifs, on mange mal. Un peu comme les Allemands ou comme les Autrichiens ou les Tchèques, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, c'est comme ça. Donc, j'étais à l'école primaire. À 6 ans, on m'a mis dans une école juive à Anvers. Et je n'ai pas terminé l'école parce que l'école se terminait fin juin, début juillet. Et c'est début mai que la guerre a commencé. Donc, je n'ai pas terminé la première. Mais je n'étais pas un bon élève de toute façon. On était, Marie Chassel qui est là, va pousser des hauts cris, va dire, c'est pas possible. On était 62 élèves dans la classe. 62. Elle en a 20 dans plusieurs classes et c'est déjà trop. Et je la comprends. Mais nous, on était 62. Et aux examens, façon de parler, de décembre 39, j'ai fini 20e. Mais j'ai dit à mon frère, oui, mais j'étais premier sur 42, parce que je savais compter déjà. C'est la seule chose que je savais bien faire. Et puis, une des premières choses dont je me souviens, c'est que mon frère, qui avait 20 ans en 1940, a collé des bandes autocollantes de papier brun sur les vitres. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Ça empêche la lumière. Il m'a dit, oui, mais comme on est près de la gare et qu'il y a la DCA qui tire, ça peut casser les vitres et comme ça, il n'y aura pas de morceaux de vitre par terre. Il a dit, j'ai cru. Et avec les années, je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus parce que des vitres, comme il y avait il y a 80 ans ou 90 ans, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a des doubles vitrages qui font 3 mm. Et pour les casser, il faut cogner fort. Hein. Sinon, ça ne se casse pas. Donc, et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, j'habitais près de la gare centrale d'Anvers, c'était le quartier juif. Aujourd'hui, c'est toujours le quartier juif à Anvers. On était à 800 mètres de la gare. Et je me souviens d'avoir vu des soldats avec des armes. Est-ce qu'ils avaient un casque? Je ne sais pas, mais ils étaient habillés en vert. Or, les soldats belges que je connaissais n'étaient pas habillés en vert, ils étaient habillés en kaki. Ils avaient des beaux calots avec une espèce de... Alors là, j'ai un problème parce que j'ai essayé de dire en français, mais je ne trouve pas, je ne connais pas le mot français. Pas un pompon, une espèce de flèche, comme quand on est sur les chevaux de bois et qu'on tire, il faut pour faire un tour en plus. Un genre de pompon, mais ce n'était pas vraiment un pompon. C'est des fils, et ça tenait au calot par une espèce de corde tressée rouge. Je me souvenais de ça. Et j'avais jamais vu un soldat en armes. Les seuls que j'ai vus, c'est à partir du 10 mai 1940. Alors évidemment, mon frère et tous ses copains de l'organisation juive dans laquelle ils étaient savaient ce qui allait se passer.
Et ils ont dit, on doit foutre le camp. Alors ils ont dit à tous les Juifs qu'ils connaissaient dans les environs, fuyez, prenez ce que vous pouvez, fuyez, parce que les Boches, on ne parlait pas encore de nazis, à l'époque on disait les Boches vont venir et vont vous arrêter ou vous assassiner. Et bien après la guerre, j'ai rencontré un Juif polonais qui était résistant pendant la guerre et qui m'a raconté une histoire qu'il avait. Il est allé dans une famille de Juifs religieux et il a dit fuyez. Et le père, le chef de famille, l'a vu arriver, il était connu, lui a dit dehors communiste. Voilà. Il a été arrêté avec sa femme, avec ses enfants. Ils ont été à Auschwitz et aujourd'hui ce sont des cendres. Un humoriste français qui s'appelle André Isaac, qui s'appelait André Isaac parce qu'il est mort, mais il est plus connu sous le nom de Pierre Dac, disait « Les Juifs ne croient pas au ciel. Mais tous les Juifs qui sont morts pendant la guerre sont aujourd'hui au ciel. Pourquoi ? Parce qu'au ciel, il n'y a que des étoiles. C'est l'âme des Juifs assassinés pendant la guerre. Normalement, je ne devrais pas être là. J'aurais dû être assassiné à Auschwitz le 17 août 1942. C'est le moment où ma maman a été assassinée. Elle était à Rivesaltes. On a réussi à la faire libérer, mais le capitaine du camp avait fait sa première liste de départ de Juifs du camp vers Drancy. Drancy, c'est un camp de rassemblement au sud de Paris. Et elle est partie le 10 août 1942 de Rivesaltes pour arriver le 12 à Drancy. À Drancy, elle est partie le 14 août par le 19e convoi parti de Drancy vers Auschwitz, où elle est arrivée le 17 août, et c'était le dernier jour de sa vie. Parce qu'une vieille femme comme elle, qui avait 44 ans, ça pouvait servir à rien. Donc directement vers la chambre à gaz et de là vers le four crématoire. Et excusez-moi, ma maman est aujourd'hui une étoile dans le ciel. Voilà, donc je suis arrivé ici et je dois dire que tonton et tata Marius m'ont accueilli comme si j'étais leur petit-fils. Ils m'interdisaient d'aller à l'école si je ne terminais pas le petit déjeuner qui m'était donné. Ils savaient que j'aimais aller à l'école, donc je devais m'arranger ma grosse tartine de pain bis, bien beurrée, avec un grand bol de lait frais, parce qu'on avait l'usine à lait juste à côté, il y avait les vaches. On les trayait et j'avais mon lait frais tous les matins. Et si je ne prenais pas ça, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, ça a fait que j'ai un bon squelette. Je n'ai pas grandi, mais j'ai un bon squelette. Ça m'aide à vivre. À l'école, il y avait un instituteur qui s'appelait Despales, il est mort depuis longtemps, qui était aussi le secrétaire de mairie. Et Despales était un instituteur comme les instituteurs de la République d'avant-guerre, les plus vieux, les plus âgés d'entre vous, parce que vous êtes pratiquement tous plus jeunes que moi, mais les plus âgés d'entre vous ont peut-être eu ce genre d'instituteurs. Ils nous inculquaient le calcul mental, la géographie, la chronologie des rois de France, à coups de pied au derrière, à coups de règles sur les doigts et à coups de gifles sur les joues. J'ai reçu beaucoup de gifles. Et un jour,
tonton Marius m'a dit, s'il lève encore la main sur toi, tu lui dis, tonton Marius m'a dit que je devais sortir de l'école. Alors j'ai vu qu'il allait me donner une baffe. J'ai dit, tonton Marius m'a dit que je devais quitter l'école. Il dit, bien va-t'en. Et je suis parti de l'école. Je n'étais pas encore au bout du village de Vertolaye, qu'il y en a 2 qui couraient derrière moi. Le maître a dit que tu devais revenir. Il n'a plus jamais levé la main sur moi. Et malgré ça, j'ai appris le calcul mental et les règles de grammaire française. Je suis resté là, j'ai vécu heureux, je vivais comme vivaient tous les fils de paysans. C'est-à-dire que quand c'était les vacances, je devais garder les cochons ou les vaches. Pendant la fenaison, j'allais glaner avec les femmes ce qui restait dans les champs. J'ai battu le blé avec un fléau. J'ai fait ça. J'ai ramassé le colza avec une serpe. Et à un jour, j'ai confondu mon doigt avec une tige de... Alors j'ai beaucoup pleuré, j'ai pas mal saigné, mais il n'y a pas 6 litres de sang qui sont partis. Heureusement pour moi. Et puis, à la fin de la guerre, mon beau-frère, ça je dis pour la petite histoire, ma sœur et mon beau-frère étaient dans les maquis et sont allés dans les francs-tireurs et partisans français, FTPF, MOI. Vous avez beaucoup entendu parler parce qu'il y a quelques mois, je ne sais même pas s'il y a plusieurs mois, mais un certain nombre de mois, on a mis les cendres de Isaac et Méline de Manoukian et de sa femme aux Invalides ou au Panthéon, je ne sais pas. Au Panthéon. Et c'était pour honorer tous les étrangers qui étaient résistants en France, notamment les républicains espagnols, dont on a parlé tout à l'heure. Le commandant en titre de la Carmagnole, du groupe La Carmagnole qui faisait partie des FTP-MOI, était un Italien, un immigré italien de Saint-Raphaël, qui s'appelle Roland Landini. Et aujourd'hui, si vous allez un jour à Saint-Raphaël ou dans les environs, il y a une rue Roland Landini en son honneur. Et mon beau-frère était le commandant second. Donc il était dans un autre coin de Lyon et il était le commandant second de la libération de Lyon. Mon beau-frère et ma sœur ont tous les 2 reçu la médaille d'or de la ville de Lyon après la guerre. Et ils ont reçu la nationalité française, mais ils ne l'ont pas su, parce qu'on leur a pas... Soit les autorités de Lyon ne les ont pas trouvés, soit ils ne sont pas revenus à Lyon et on ne leur a pas dit. Donc ils ont été français, puis ils sont devenus belges. Parce que mon beau-frère était apatride, ma sœur était polonaise, comme moi d'ailleurs. Moi je suis devenu belge en 48. À 15 ans, les non-belges nés en Belgique, pouvaient opter pour la nationalité belge. Évidemment, j'ai opté pour la nationalité belge parce que c'était plus facile d'être belge que d'être polonais en Belgique. Eh bien, donc en février 1945, j'étais très fâché. En février 1945, mon beau-frère est venu me rechercher parce que mon frère me réclamait. Mon frère, lui, était dans la résistance en Belgique. Depuis novembre 1940, il a été reconnu officiellement comme résistant. Il est devenu le patron des partisans armés PA, les partisans armés flamands, pour toute la région des Flandres, qui va d'Anvers jusqu'à Ostende, en passant par Gand et d'autres villes importantes.
Et les partisans armés, c'était la section de résistance communiste à l'intérieur du Front de l'Indépendance. Le Front de l'Indépendance était, je dirais pas, mais le rassemblement de tous les groupes de résistants en Belgique. Et en Belgique, il y avait, comme en France, mais pas autant, parce que la Belgique, c'est quoi? C'est 12 millions d'habitants, la France, c'est 66 millions. La Belgique, c'est 30 000 km², la France, c'est 500 000 km², donc il y a une différence. Mais enfin, il y avait des tas de groupes de résistants, et en Flandre, et en Wallonie, parce que vous le savez sans doute, il n'y a pas deux nationalités, il n'y a qu'une nationalité, mais il y a deux groupes de Belges. Il y a les Flamands qui parlent flamand, il y a les Wallons qui parlent français, et aussi le Wallon. Mais le Wallon n'est pas tellement parlé, et les Wallons, c'est un patois. Comme les patois il y a ici, il y a des patois partout, et les patois auvergnats, c'est pas le patois toulousain, je ne sais pas s'ils se comprennent, je ne pense pas. Eh bien, le Wallon de Liège, ce n'est pas le Wallon de Charleroi, qui sont les deux plus grandes villes de Wallonie. Et donc, il y avait des résistants partout, ce qui est la dignité du pays, comme c'était la dignité de la France. Il faut dire que les maquis, la résistance française, a été nourrie contre leur gré par les nazis. Les nazis ont voulu rasier tous les jeunes de 18 ans ici, et ces jeunes, plutôt que d'être rasiés, d'être envoyés dans des usines en Allemagne ou à l'Atlantique pour construire un mur, ils ont préféré prendre le maquis. Et le maquis s'est renforcé à partir de 42-43. Ma sœur et mon beau-frère sont d'ailleurs rentrés dans le maquis en 42, pas avant. Ils sont rentrés dans le maquis dans le sud de la France, où il y avait d'autres juifs anversois qu'ils connaissaient et qui étaient dans ces maquis-là. Et puis je suis retourné en Belgique. Et en Belgique, je suis devenu un cancre. On m'a mis à l'école primaire des environs, plus ou moins avec les enfants de mon âge. Mais imaginez-vous qu'en Belgique, on n'apprend pas la lignée, la chronologie des rois de France. On n'apprend pas les fleuves de France. On n'apprend pas les départements de France. On apprenait. Moi, je savais tout ça, mais ça ne servait à rien. La seule chose où j'étais meilleur que les autres, c'était en calcul mental et en orthographe française. Là, je battais tout le monde. Mais on parlait le flamand. Il y avait des cours de flamand. J'avais oublié tout mon flamand. Je ne connaissais que quelques gros mots qui m'étaient restés. Parce que comme tous les sales gosses, on connaissait les gros mots. Ça reste bien imprimé dans l'esprit des gens, mais c'est tout. Dans l'esprit des enfants, tout le reste. Le seul flamand que je connaisse aujourd'hui, je l'ai appris après la guerre en faisant de gros efforts et je ne l'ai pas bien appris. C'est-à-dire que professionnellement, je le connais et je pouvais vendre la camelote avec laquelle j'ai gagné ma vie chez les Flamands, mais avoir une conversation sociale avec eux, c'est très difficile. C'est difficile pour moi. Cher David, c'est difficile évidemment, mais en fait il y a quand même un sujet, je pense, sur lequel il faut qu'on revienne avant qu'on puisse vous donner la parole à tous. C'est que vous êtes, mobilisés pour que Marius et Marie Pilière, et puis également Pierre et Eugénie Royon, qui avaient caché donc votre nièce, qui à l'époque, vous deviez dire que c'était votre cousine. C'était ma cousine, en fait c'était ma nièce. C'est ça. Donc c'est vous qui avez fait ces démarches pour qu'il soit reconnu au titre du Juste parmi les nations. Et comment est-ce que vous avez pris la décision de faire cette démarche? Pourquoi dans les années 90? Et comment ça s'est passé? Alors, d'abord, mon frère,
savait que ça existait. Parce que il faut encore voir. Alors, moi, j'allais dans une organisation très à gauche. Vous avez sûrement compris que j'étais très à gauche et je vais vous faire une confidence. Je le suis resté. Donc, c'est pour ça que, grâce à Marie Chassaigne, je connais bien votre député, son père, André Chassaigne, dont vous avez tous entendu parler. C'est un homme généreux qui donne de sa personne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est le président du groupe qui porte le nom. Et j'ai fait sa connaissance et je m'honore d'être considéré par lui comme un ami. Mais avant moi, il y avait un autre Belge qui était à Oliergue, un peu à Olmay. Il y a un village qui s'appelle Olmay, je crois, au-dessus d'Oliergue, où il y a, je dirais maintenant 60 ou 70 ans, il était aussi né en 20, il connaissait bien mon frère. C'était un peintre de renom international, Roger Sommeville. Il était dans la résistance avec mon frère et il était avec mon frère et moi au Parti communiste belge. Et alors il a fait la connaissance de Chassaigne et puis grâce à ça et grâce à Marie, j'ai connu André Chassaigne aussi quand j'étais ici. Pourquoi donc j'ai fait ces démarches? Parce que mon frère en avait entendu parler. Et j'ai été à l'ambassade d'Israël à Bruxelles, où on m'a dirigé sur un consulat près de la frontière, lequel consulat a fait le nécessaire auprès de l'ambassade d'Israël à Paris, où j'ai dû remplir des papiers, donner ceci. Et je me suis trompé de nom d'ailleurs, parce que Rollion ne s'appelle pas... J'ai mis Pierre, je crois, ou Jean, je ne sais pas. J'ai mis Jean, en fait, il s'appelait Pierre. C'est l'inverse. Comment? On l'appelait Jean, mais il s'appelait Pierre à l'état civil. Ah bon, je me suis trompé. Mais son fils ne s'est pas formalisé. Marcel Rollion ne s'est pas formalisé. Une fille, Andrea, leur cousine, était morte depuis longtemps, a été tuée dans un accident avec les chemins de fer, et dans un chemin de fer, et l'autre fille était vivante, Marinette, est morte. Elle est morte. En 2000, elle vivait encore, parce que ma nièce Martine est allée la voir, elle était à l'hôpital. Oui. Et peut-être, Jean-Louis... donc du coup, il y a eu une cérémonie a été organisée en 2000 oui, afin d'honorer la mémoire de vos grands-parents et donc de vos grands-oncles et tantes. Et comment est-ce que vous avez reçu, alors je m'adresse bien sûr à vous deux, mais Jean-Louis, c'est vous qui avez reçu la médaille à titre, qui était décernée à vos grands-parents. Comment est-ce que vous avez reçu ça? Et surtout, est-ce que cette histoire, vous la connaissiez? Je l'ai apprise très tard, l'histoire, en fait. Hein, on ne connaissait pas tout ce que David vient de raconter. Moi, j'ignorais beaucoup de choses. Hein. Donc, cette médaille, quand on l'a eue, bon, on était très honorés pour nos grands-parents, bien sûr, qui le méritaient largement pour ces actions-là, mais pour d'autres en plus. Et ça nous... Moi, personnellement, ça m'avait quand même bien marqué à l'époque. D'ailleurs, si quelqu'un veut la voir, je l'ai dans la voiture. Peut-être. Et puis, est-ce que les habitants de Vertolaye, en 2000, ils étaient au courant de cette histoire? Non, absolument pas. Je pense qu'à Vertolaye, il n'y avait pas grand monde qui savait qu'il y avait je pense qu'il avait été dit que tu étais un cousin qui venait de l'Est, un réfugié de l'Est. En fait, pendant la guerre, et ma nièce et moi, nous étions des Alsaciens. Pourquoi des Alsaciens? Voilà. Parce que
l'Alsace avait été annexée, était devenue allemande, n'était plus française, et les autorités régionales ne pouvaient pas réclamer de documents parce qu'on ne répondait pas. On ne répondait pas. Mon nom, c'est Sifer. À l'époque, ça s'écrivait S-Z-Y-F-E-R. J'ai fait supprimer le Z à un moment donné pour la facilité. Il faut dire, professionnellement, j'étais un courtier en assurance, donc je vendais des assurances et des gens me donnaient des chèques. Et quand ils devaient écrire S-Z-Y, ça s'écrivait n'importe comment, et il y avait des chèques qui m'étaient refusés. J'ai dit, c'est fini, je fais supprimer le Z. Et à partir de là, tout était simplifié. S-Y-F-E-R, c'est facile. Pour les francophones, parce que les flamands, Y, c'est I-J, et I-J, ça se dit Hey. Donc ils disent, quand ils me voient, ils me disent Meneer Cijfer, monsieur Cijfer. Et Cijfer en flamand, ça veut dire chiffre. Donc il y avait un quiproquo. Et je me souviens qu'à l'école, j'avais encore le Z à l'époque, la première fois qu'on a eu le cours de néerlandais où j'étais là, on m'a dit « Nous allons parler de Cijfer ». Et il m'a montré du doigt. Il n'était pas très malin. C'est comme ça. Et donc, oui, tu veux dire quelque chose ? Bah oui, mais juste, donc vous aviez le sentiment qu'en fait, quand il y a eu cette cérémonie, les habitants, ils n'étaient pas vraiment au courant. Et toi, Nicole, est-ce que tu étais au courant même de cette histoire avant 2000 ? Oui, mais vaguement. Dans le micro, dans le micro. Oui, on parlait beaucoup. Pardon. Oui, on parlait beaucoup de David à la maison, mais c'était quelqu'un qui était resté dans la famille quelques années, mais on ne savait pas exactement. Ma grand-mère en parlait beaucoup. Hein. Elle me comparait, elle disait toujours « David faisait mieux que vous ». C'est vrai. C'était le modèle, David. Et David d'un côté, David de l'autre. C'est vrai que... Ce que je vous propose, c'est je te pose une dernière question, David, et après on prendra les questions éventuellement de l'assistance. Mais tout ce que tu nous racontes, ça éclaire quand même notre présent. Quand tu nous parles de 2 millions de Belges accueillis en 1940, comment est-ce que toi tu entends aujourd'hui les histoires de quelques milliers d'immigrés qu'on ne peut pas recevoir sur le territoire national? Quand tu entends les résultats annoncés de l'élection dans 2 jours, comment toi tu reçois en fait ces montées des extrêmes droites de partout, malgré l'héritage et la parole qui a été celle de tous les réfugiés et de tous ceux qui sont revenus des camps après la Seconde Guerre mondiale? Alors, dans le micro. Pardon. Je ne suis pas là pour parler politique et je n'ai pas la compétence pour parler. J'ai des opinions, ce sont les miennes. Quelques-uns parmi vous les partagent, mais la plupart peut-être pas. Mais il y a une chose que je dois dire, et c'est De Gaulle qui a prononcé ça, ou qui l'a mise en forme. C'est que si on n'a pas la mémoire de l'histoire, l'histoire se renouvellera. Et elle se renouvelle parce que je vous ai parlé de Daladier et de Eden juste avant la guerre. On ne se rappelle pas, ou on ne veut pas se rappeler de ce qui s'est passé avant la guerre. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les ennemis de l'intérieur sont à l'intérieur. Quand on voit les Le Pen, les Zemmour, les autres, mais ce sont tous des gens d'extrême droite. Alors, s'il y en a parmi vous qui votent pour eux, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Mais je dis qu'ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Parce que si quelqu'un comme Marion Le Pen devient la présidente de la France, vous aurez un nouveau crétin genre Philippe Pétain. Ça, je vous le dis. Et en Belgique, du côté flamand, les 2 partis flamands les plus à droite, un qui est totalement extrémiste, je dirais genre Zemmour,
il y a 3-4 jours, non, un peu plus peut-être, il y a une semaine ou deux, un élu communal d'une grande ville de Belgique, Bruges, dont si vous ne connaissez pas, vous avez entendu parler, c'est la Venise du Nord, un conseiller municipal de Bruges, du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, c'est l'importance flamande. C'est le parti le plus extrémiste qui soit, a rendu un hommage à 2 flamands nazis qui ont été jugés, je ne vais pas dire assassinés, qui ont eu ce qu'ils méritaient de la résistance flamande en 1945. Eh bien, ça a été. Moi, j'ai personnellement écrit, il y a quelques années, j'étais président d'une association qui s'appelle l'Enfant Caché. Et l'Enfant Caché, c'est quoi? C'est tous les enfants juifs qui ont été cachés pendant la guerre, dont je fais partie. Et j'ai été élu président, j'étais président pendant 2 ou 3 ans de cette association. J'ai d'ailleurs donné un livre à Étienne qui est écrit par mon successeur, qui est un historien, et qui était professeur à l'université de Bruxelles, et qui a écrit l'histoire de l'enfant caché, de l'association L'Enfant Caché. Donc, j'ai écrit en tant que président de l'Enfant Caché à une bourgmestre. Alors, bourgmestre, c'est le maire. Hein. Mais chez nous, on ne dit pas maire, on dit bourgmestre. En fait, bourgmeester, c'est le maître du bourg. Burg, c'est bourg, et meester, c'est maître. C'est facile. Mais tous les mots flamands ne sont pas aussi faciles à traduire en français. Donc, le bourgmestre d'un village, enfin, d'une petite ville qui s'appelle Zeldene, qui se trouve pas loin de la côte, entre Bruges et Ostende, a fait ériger un monument aux nazis qui ont été prisonniers de l'armée britannique dans ce village. Évidemment, il y a eu des pétitions dans toute la Belgique, principalement des Juifs, principalement de la partie francophone, la partie wallonne de la Belgique, mais il a fallu 1 an pour faire abattre ce mur, ce monument. 1 an. Et c'était pas une femme mère extrémiste, c'était la femme du parti catholique de Flandre. Le parti catholique, je dirais que c'est un peu comme l'équivalent de l'UDI ou d'un parti centriste ici, chez vous. C'est dire que l'ennemi est dans nos pays, en France, en Belgique, en Hollande, le Premier ministre, c'est un nazi. Wim Gelders il est d'un parti extrémiste de droite. D'ailleurs, il leur a fallu 4 ou 5 mois pour faire un gouvernement. Il vient d'être fait, les élections ont eu lieu, je crois, vers le milieu de l'année passée. Parce qu'évidemment, personne ne veut s'associer à des gens pareils. Et si Marion Maréchal devenait la présidente en 27, elle s'associerait obligatoirement avec Éric Zemmour, qui est un salopard. Je n'ai pas d'autre mot pour le qualifier, c'est un salopard. Dire que grâce à Pétain, les Juifs qui étaient en France ont été sauvés, c'est un mensonge. C'est le contraire total de la vérité. Je ne peux pas accepter ça. Pardonnez-moi. Je ne peux pas accepter ça.
c'est pas vrai, c'est un mensonge total. C'est un salopard. Et comment est-ce qu'il peut arriver à ça? Lui qui est juif, en plus. Comment peut-il... Mais des sales types, il y en a partout. Des voleurs, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a chez les Juifs, il y en a chez les Arabes, il y a partout des voleurs. Mais tout le monde n'est pas voleur. C'est pas parce qu'il y a 3 voleurs que toute la population est des voleuses. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. La majorité de la population sont des gens honnêtes et dignes, qui vivent une vie ordinaire. Et quand il y a l'un ou l'autre voleur ou assassin, des gens imparfaits, mal foutus, méchants, mauvais, il y en a partout. Probablement qu'il y en a à Vertolaye aussi, je ne les connais pas, heureusement pour moi. Enfin, ceux que je connais ici, ils sont ici, bons. Et je suis très honoré d'être accepté comme un membre de la famille, dans cette famille. Eh bien, Voilà, merci je crois beaucoup. que j'ai tout dit. Maintenant, je suis prêt à vous répondre si j'ai des réponses. Bon, alors évidemment, on est déjà en retard, mais quand même, est-ce qu'il y a une ou deux questions parmi vous, des gens qui ont envie de réagir, de partager une réaction? En fait, ce micro, il a du fil, donc je peux me déplacer jusqu'à vous. Oui. Je sais pas s'il en a assez. Ah voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que je remercie M. Siffer pour tout ce qu'il a pu dire, pour que les gens ouvrent un peu les yeux un peu plus. Ben merci. Ah d'accord, je vais de l'autre côté. On n'a pas entendu. Il disait qu'il vous remerciait pour tout ce que vous aviez dit. Je n'ai pas de merci, je le fais que mon devoir. Mon devoir Là, je est suis de sec, vous je me de raconter, de faire savoir ce que c'était. Je voulais juste lui dire que j'étais émue quand il a parlé des Espagnols parce que mon grand-père, il était résistant et il est venu justement à cette période-là où il en a parlé. Ben merci. Merci pour ce témoignage. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah ouais. Il n'y a pas que les Juifs qui étaient pourchassés. Il y avait des Espagnols aussi. Oui, voilà. Non, y a pas de... Bon. J'entends pas, moi non plus. J'entends pas. Je pense que c'était des échanges qui sont forts. David, il reste avec nous toute la soirée, alors n'hésitez pas évidemment à continuer à partager soit vos vécus, vos réactions à ton témoignage. Il est évidemment hors de question qu'on aille manger sans une nouvelle salve d'applaudissements formidables pour David. Ainsi que pour Nicole et Jean-Louis, que je remercie infiniment de votre présence avec nous. Jean-Louis, on t'a rencontré plusieurs fois en amont, ce qui a permis en fait l'installation de... Il y a à Lachan, sur le corps de ferme où tu as été accueilli, une des installations de David Spanu qui ponctue le parcours d'itinéraire bis. Je vous invite évidemment toutes et tous à aller la découvrir et elle est formidable. Elle fait écho à ce que tu nous as dit. Merci en fait d'avoir accepté en fait de construire ça avec nous. Et puis, le bar, il est tenu par les associations de Vertolaye que je remercie infiniment de leur présence. Le buffet va ouvrir, donc maintenant c'est à notre tour de manger. Voilà.